Quels sont les effets de la narcolepsie sur le système nerveux central et quels sont les impacts occupationnels de cette pathologie? Cette vidéo vous permettra d'approfondir vos connaissances sur ce trouble du sommeil tout en vous présentant un témoignage réel qui illustre bien les impacts quotidiens de la narcolepsie. La narcolepsie est un trouble du sommeil dans la catégorie des hypersomnies qui se définit par une somnolence diurne excessive chronique, c'est-à-dire une exagération du besoin de dormir pendant la journée. Cette somnolence peut survenir à tout moment et durer de quelques minutes à quelques heures, et ce, peu importe l'activité que la personne est en train d'exécuter. Elle est aussi caractérisée par un passage au sommeil paradoxal dès l'endormissement ou dans les premières minutes, alors qu'il est atteint après 90 minutes environ chez les gens non atteints. Les attaques de sommeil sont généralement subites, mais précédées par des signes de fatigue prémonitoires, ce qui permet aux gens qui en souffrent de les identifier. Pour l'épidémiologie, la narcolepsie touche environ une personne sur 2000. Elle touche les femmes et les hommes de manière équivalente. Les premiers signes apparaissent généralement à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine et n'influencent pas l'espérance de vie. La cause de ce trouble demeure incertaine bien que les recherches sur le sujet aient pris de l'ampleur dans les dernières années. Certains auteurs avancent une étiologie génétique alors que certains ne sont pas en accord avec cette corrélation. La plupart des auteurs s'entendent toutefois sur l'hypothèse d'un déficit en hypocrétine dans l'hypothalamus latéral, présent chez la plupart des patients, qui serait dû à une destruction auto-immune. Il existe 5 principaux symptômes qu'il est possible de retrouver chez les gens souffrant de narcolepsie. Toutefois, seulement 10% des gens présentent les 5 symptômes. Cette hypersomnie diurne est fréquemment associée à la cataplexie. Elle se définit comme une perte soudaine du tonus musculaire qui survient la plupart du temps à la suite d'une émotion comme le rire, la surprise ou la colère. Elle peut toucher les muscles du visage, des membres supérieurs et inférieurs, ou même, dans les cas les plus graves, de tout le corps provoquant l'écroulement de la personne au sol. Ces épisodes ne durent généralement que quelques secondes. Il est également fréquent que les gens souffrant de narcolepsie aient un sommeil nocturne perturbé, entre autres par des réveils fréquents, ce qui aggrave la somnolence diurne. Enfin, la paralysie du sommeil et les hallucinations hypnagogiques sont également des symptômes associés à la narcolepsie, bien qu'ils soient moins fréquents. Il existe 2 types de narcolepsie, soit le type 1, qui se caractérise par une carence en hypocrétine et une cataplexie, alors que les gens atteints du type 2 ont un taux d'hypocrétine normal et aucune cataplexie. Certains auteurs nomment l'hypersomnie primaire une narcolepsie sans cataplexie. Le type 1 est le plus fréquent. Il représente en effet 80% des gens atteints. Ben oui, ça a pas mal été dans ma vie. Tu sais, je conduis plus, je n'ai pas dit. Ouais, c'est ça que tu disais, tu as permis de conduire, Ben, c'est ça qui était comme menacé de me faire enlever. le travail. Ben, c'est ça au travail que je m'endormais n'importe où. Et que, tu sais, je suis en train de faire les notes, puis je m'endors, là, ça faisait peur. Puis, il y avait, tu sais, j'ai un dossier, je m'endors. Tu sais, puis même assis en entrevue, j'avais la misère à rester réveillée. J'ai déjà piqué des clous quand quelqu'un me parle. C'est triste, là. Tu sais, t'es en psy, puis qu'elle parle de ses problèmes, t'es comme. Ça sonne. C'est pas plate, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais, surtout au travail, là, tu sais, tout le monde, tu sais, quand j'enseignais, imagine, il faut que j'aille à des réunions, aux journées pédagogiques, là, en enseignement, puis que ton directeur te fait un speech pendant 8 heures de temps, dans une salle qui fait noir, puis qu'il me montre des PowerPoints que je vois focal. C'est ça, je partais. Puis là, ben, je me fais rencontrer parce que je m'endors dans cette réunion, tu sais. Fait que. C'est ben Nadia, c'est prendre le sommeil, tu peux dormir plus. Moi, je dors déjà assez, tu sais, je suis comme correct, puis j'essaie fort, puis pose-toi. C'est beaucoup d'incompréhension de la part des gens. Moi, ça, surtout, j'avais pas de diagnostic encore. Fait que, c'était tough, là, tu sais, de dire non, je suis pas fatiguée, oui, je dors, tu sais. Voyons maintenant les critères diagnostiques de la narcolepsie selon le DSM-5. Premièrement, la personne doit avoir un besoin irrépressible de sommeil, d'assoupissement ou de sieste se répétant au cours d'une même journée, 3 fois par semaine et dans les 3 derniers mois. Ensuite, il doit avoir la présence d'au moins un des 3 critères suivants.
Premièrement, des épisodes de cataplexie plusieurs fois par mois. Les épisodes de cataplexie chez un adulte qui présente la maladie de longue date, ça se traduit par des brefs épisodes de quelques secondes à quelques minutes de perte soudaine et bilatérale du tonus musculaire, avec un maintien de la conscience déclenché par le rire ou la plaisanterie. Chez un enfant ou un adulte qui présente la maladie depuis moins de 6 mois, ça va être plutôt des grimaces spontanées ou des épisodes d'ouverture de la mâchoire avec protrusion linguinale ou une hypotonie généralisée sans lien avec un contenu émotionnel. Ensuite, le deuxième critère, c'est la déficience en hypocrétine, estimée par immunoréactivité de l'hypocrétine 1 dans le liquide céphalorachidien. Et le troisième critère, c'est une polysomnographie nocturne montre une latence de sommeil paradoxale inférieure ou égale à 15 minutes, ou un test itératif de latence d'endormissement qui révèle une latence d'endormissement moyenne de moins de 8 minutes et la présence de sommeil paradoxal à au moins 2 reprises. Pour ce qui est des structures impliquées, les recherches des 20 dernières années ont mis en lumière le rôle de l'hypothalamus dans la narcolepsie. En effet, les peptides d'hypocrétine, considérés comme essentiels dans la régulation du cycle veille-sommeil, sont produits par un groupe de neurones dans l'hypothalamus latéral et sont libérés par des projections de ces neurones à une grande partie du système nerveux central, du cortex jusqu'à la moelle épinière. L'hypocrétine 1 et l'hypocrétine 2, ou orexine 1 et 2 selon l'autre appellation, sont des neuropeptides sécrétés par une petite population de neurones de l'hypothalamus latéral. Ils proviennent tous deux du même gène, soit celui de la pré-prohypocrétine. Après leur libération dans l'espace synaptique, ces neuropeptides se lient à leurs récepteurs spécifiques couplés aux protéines G. Ils projettent sur diverses structures de la stimulation de la veille, notamment au niveau de la formation réticulée, et ont également une implication dans l'alimentation et l'addiction. Le système hypocrétinergique hypothalamique joue donc un rôle important dans la régulation de la veille et du sommeil. La littérature scientifique suggère que la narcolepsie n'est généralement pas due à une mutation du gène pré-prohypocrétine ni des gènes codants pour ces récepteurs, mais plutôt à l'absence d'hypocrétine. D'ailleurs, des analyses post-mortem chez l'humain ont démontré une importante diminution du nombre de neurones hypocrétiniques dans le cerveau des personnes atteintes de narcolepsie comparé à celui d'un groupe témoin. Dès lors, la mesure du taux d'hypocrétine 1 dans le liquide céphalorachidien constitue un test hautement spécifique et très sensible de la narcolepsie et figure même parmi les critères diagnostiques de la pathologie. Les valeurs d'hypocrétine 1 sont basses en dessous de 110 picogrammes par millilitre et normales au-dessus de 200 picogrammes par millilitre. Néanmoins, la cause exacte de l'absence de ces neuropeptides demeure méconnue à ce jour. Les plus récentes recherches suggèrent que cette absence pourrait être causée par la mort ou la dégénérescence des neurones hypocrétiniques induite par une attaque auto-immune. Le but des traitements pharmacologiques sont d'adresser les 3 principaux symptômes de la narcolepsie, soit la somnolence diurne, la cataplexie et le sommeil nocturne perturbé. Selon l'incidence des symptômes, 3 grandes avenues de traitement sont disponibles pour les médecins. Tout d'abord, les stimulants sont prescrits pour diminuer la fréquence et l'ampleur des somnolences diurnes. Parmi ceux-ci, la modafinil, aussi connu sous le nom commercial d'Alertec, est le traitement de première ligne pour la somnolence diurne chez la population narcoleptique. Le mécanisme d'action n'est pas parfaitement compris, mais il augmenterait l'éveil principalement en inhibant la recapture de dopamine. Si cette thérapie est inefficace, d'autres stimulants peuvent être prescrits comme traitement de 2e ou 3e ligne, comme le Ritalin ou l'Adderall. Une alternative surprenante aux stimulants est le GHB. En effet, ce traitement, aussi connu sous le nom d'oxybate de sodium, serait efficace pour traiter les 3 symptômes majeurs de la narcolepsie. Ailleurs dans le monde, il s'agit du traitement de première ligne pour la cataplexie. Malheureusement, au Québec, à cause d'un coût trop élevé et d'un potentiel d'abus, le médicament n'est pas remboursé par la RAMQ. Il est donc très peu utilisé. Les antidépresseurs sont un autre traitement possible pour la cataplexie. La venlafaxine, aussi connue sous le nom commercial d'Effexor, est souvent utilisée à cet effet. Il est à noter que, selon le tableau clinique, les différentes avenues thérapeutiques peuvent être combinées pour traiter les symptômes. Les effets de la pharmacologie sont non négligeables. Par exemple,
Le risque de fracture osseuse chez les patients médicamentés diminue significativement comparé à la population non médicamentée. Cela serait dû à une diminution de la cataplexie et des somnolences diurnes. Cependant, malgré les bienfaits des thérapies pharmacologiques, elles ne résolvent pas complètement la symptomatologie chez la majorité des patients. Des études démontrent l'importance d'un horaire de sommeil chez la population narcoleptique. Pour les patients non médicamentés, une sieste d'environ 2 heures diminuerait l'endormissement involontaire. Pour les patients traités à l'aide de stimulants, 2 siestes d'environ 15 minutes seraient efficaces à cet effet. La régularité des heures de sommeil nocturne serait aussi nécessaire pour ces deux groupes. Finalement, un support psychosocial serait aussi nécessaire au traitement de la narcolepsie. Le support de l'environnement de travail ou l'environnement scolaire permettrait à l'individu d'avoir des opportunités pour les siestes ou la relaxation, ainsi qu'un temps supplémentaire pour effectuer certaines tâches. Également important est de développer un équilibre occupationnel qui est cohérent avec le niveau et la fluctuation de l'énergie. En résumé, la narcolepsie est une condition qui se caractérise par une somnolence diurne, un sommeil nocturne perturbé, un endormissement involontaire et, selon le type, par de la cataplexie. Non traités, les impacts fonctionnels sur la personne sont non négligeables. Plus tôt dans la présentation, nous avons expliqué comment la narcolepsie est associée à un manque en hypocrétine. Des récentes études s'intéressent au potentiel thérapeutique d'une supplémentation en hypocrétine. Ce traitement, plus sophistiqué, permettrait d'adresser la cause même de la pathologie. L'efficacité d'un supplément intranasal chez les rats a été démontrée, reste à savoir si le traitement est autant efficace chez l'humain. Merci pour votre écoute.